Salut à toi, tu es sur Polytrick et tu regardes le premier Polyfix and Chill de la chaîne. On va parler politique et culture dans 5 minutes, mais avant j'ai des petits mots doux à te dire. Déjà, t'as remarqué cette superbe ambiance podcast radio avec juste du son. Ça c'est parce que j'ai merdé au tournage, mais ne t'inquiète pas, si ça commence sur les chapeaux de roue, ça finit avec du son et de l'image. Sinon, je souhaitais te remercier d'être là. Que tu sois un de mes amis ou que tu te sois perdu sur internet, tu es le ou la bienvenue ici. Grand merci à tous pour votre participation dans les commentaires et votre enthousiasme, ça me fait vraiment chaud au cœur. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment le dialogue entre toi et moi. Alors n'hésite pas à donner tes idées, elles méritent toutes d'être discutées. Alors aujourd'hui, on parle politique culturelle, c'est parti. Alors déjà, la culture, qu'est-ce que c'est ? Eh bien oui, avant de débattre de ce qu'il faut changer, autant faut-il savoir ce qu'on entend par culture. Selon la définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales, le terme de culture recoupe deux réalités. La culture des champs et la culture des hommes. Alors je vais pas te faire un cours sur l'agroforesterie parce que j'en serais bien incapable, donc on va se focaliser sur la dimension abstraite de la culture. Pour le CNRLT, la culture est la fructification des dons naturels permettant à l'homme de s'élever au-dessus de sa condition initiale et d'accéder individuellement ou collectivement à un état supérieur. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de culture des terres ou d'un travail de l'esprit, il s'agit bien de fertilité. Dans cette définition, on a bien l'idée que la culture est un fruit. Le fruit d'un travail de l'esprit, un esprit humain qui tente de s'élever, comme une plante qui quitte son bulbe pour pointer vers le ciel. La culture élève et nourrit l'âme, elle sublime nos dons naturels. Elle peut être vécue individuellement, comme par exemple lorsque tu te rends au musée ou que tu écoutes une musique en solo dans ta chambre, mais également collectivement, lorsque les hommes s'associent pour par exemple construire Versailles, tourner un film, ou bien lorsqu'une communauté crée sa culture par effet de groupe. Maintenant qu'on a rapidement posé une définition de ce dont on allait parler, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Breaking news, vous ne l'aurez pas manqué, mais le monde est plongé dans une situation sanitaire précaire. L'épidémie a mis à mal le monde de la culture. Alors la question amenée par Jules qui m'a contacté en DM, c'est comment réinventer notre système culturel en pleine période de crise ? Comment permettre à la population de se cultiver malgré le Covid ? Eh bien, on a l'outil Internet. C'est un formidable moyen de communication qui permet beaucoup de choses. Il a deux avantages. Il est très démocratique, pratiquement tous les Français y ont accès, et il est très puissant. Aujourd'hui, les possibilités offertes par cet outil sont quasiment illimitées. On peut alors imaginer de numériser les collections des musées, encourager la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux, développer le replay d'Arte ou les podcasts de France Culture. Beaucoup des idées citées précédemment existent déjà ou sont en voie de développement. Je pense qu'une vraie politique culturelle numérique devrait avoir pour objectif de faciliter la création des supports culturels dématérialisés par un financement accru, mais aussi d'informer la population que ces supports existent et d'en démocratiser l'accès. Donc concrètement, je pense qu'il faudrait faire un grand programme de numérisation de la culture en parallèle d'un accès physique. Mais bon, on peut se dire que le Covid est temporaire, chacun espère que d'ici quelques temps, tout cela soit derrière nous. Alors doit-on investir des millions d'euros dans ce programme de numérisation si c'est pour que dans 2 ans, quand la crise sera passée, tout cela n'ait plus aucune utilité ? Eh bien, les questions soulevées par le Covid ne sont pas temporaires. Il s'agit de se demander comment se cultiver en absence physique de lieux de culture. Si pour les citadins, le Covid est un séisme pour la culture, pour les campagnards, ce n'est pas vraiment nouveau. En Lozère, c'est le confinement culturel toute l'année. C'est pour ça que cette idée d'encourager les supports culturels numériques, elle devient intéressante au long terme. Mais alors, s'il existe une fracture culturelle en France, comment permettre un accès aux arts pour tous ? Eh bien pour beaucoup, la culture se vit déjà au quotidien. Car Netflix, Spotify, les statues dans la rue, les ornements du métro, les bâtiments publics, tout ça est culture. Il n'y a rien de mieux pour diffuser la culture à toute la société que de sensibiliser la population dès le plus jeune âge. Et cela passe par l'école. On pourrait imaginer de faire venir les artistes dans les écoles pour vraiment développer les projets artistiques avec les élèves. C'est d'ailleurs une nouvelle politique du gouvernement, le programme 2S2C, qui prévoit qu'un artiste vienne 2 demi-journées par semaine dans les classes. Mais un autre problème crucial dans la diffusion de la culture aux plus jeunes, c'est la formation des professeurs. En effet, on remarque dans l'enseignement élémentaire que l'enseignement de la culture est fortement corrélé à la volonté des professeurs. Il faut donc sensibiliser le corps enseignant pour mieux diffuser la culture. Et ça nous amène à une autre idée. Tout d'abord, partons d'un constat. Les écoles, collèges et lycées sont chauffés et entretenus toute l'année. Pourtant,
les cours s'arrêtent à 17h. Et c'est là qu'intervient mon idée. Ne pourrait-on pas imaginer créer des écoles de musique dans les écoles après 18h? Cela permettra d'une part d'utiliser davantage les locaux et d'autre part de faciliter l'accès à la culture pour les élèves. Pas de trajet à faire et potentiellement des coûts réduits. Mais encore faut-il savoir quelle culture enseigner. La culture, elle est tantôt académique et tantôt révolutionnaire. Alors de quelle culture parle-t-on? Eh bien moi je ne crois pas à la culture avec un grand C. Alors là j'ouvre une petite parenthèse pour mêler les concepts de communauté et de culture. Alors là ça va peut-être partir en live dans les commentaires, mais moi je pense qu'il existe des communautés en France. La question est de savoir s'il y a une culture française ou des cultures en France. Moi je penche pour la deuxième option. Oui, pour moi, il existe des communautés en France et on ne devrait pas avoir peur de le dire. Alors oui, à mon sens, les joueurs de belote en Corse, la jet set parisienne, les babos fumeurs de weed, les jeunes, les vieux, chaque génération en soi, c'est une communauté qui partage des codes, des vêtements, des habitudes alimentaires, une culture. Récemment, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fustigé les rayons halal. Mais quel est le problème? Avoir un rayon pour un type de nourriture est tout sauf aberrant. Franchement, est-ce qu'on appelle au communautarisme les bobos qui se réunissent au rayon bio? Non. Il y a, je pense, en France, un tabou sur les communautés. Mais franchement, le problème, c'est pas la multiplicité des cultures. Pour moi, c'est mentir que de dire qu'en France, il n'y a qu'une seule langue, qu'un seul way of life, le modèle français. Alors oui, en soi, la France est une communauté. On partage une langue, une culture, une histoire. Mais là où je veux en venir, c'est que pour moi, les identités se superposent. Je suis et musulman, et végétarien, et français. Je suis prof, et européen, et fumeur de weed. Toutes ces identités se superposent pour dessiner les contours d'une personne unique. Alors moi, j'ai grandi à mi-chemin entre Lyon et la Corse, et franchement, c'est vraiment se voiler la face que de penser que la culture se conjugue au singulier. C'est une fierté d'avoir ces richesses, cette diversité. Je referme la parenthèse, je m'attends à une shitstorm dans les commentaires, mais c'est pas grave, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et maintenant, on va discuter résidence artistique. Mais alors, qu'est-ce que c'est une résidence d'artiste? Il s'agit d'une structure qui accueille des peintres, des écrivains, des sculpteurs, des plasticiens, pour qu'ils puissent produire en toute liberté pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Ils sont donc logés, nourris, parfois même payés pour développer leur processus artistique. L'exemple le plus connu de résidence d'artiste, c'est la Villa Médicis. Alors la Villa Médicis, elle est située à Rome, sur le mont Pincio, et elle abrite l'Académie de France à Rome. Mais alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une idée concrète pour créer de la culture dans nos villes. Imaginons que les communes utilisent les logements inhabités de leur parc immobilier pour abriter des artistes et leur permettre de créer. Alors là, on va parler un peu de sous. Par exemple, la municipalité de Marseille a un budget alloué à la culture de 120 millions d'euros par an. C'est les chiffres de 2018. Le budget de la Villa Médicis, qui est une des plus prestigieuses résidences d'artistes dans le monde, est de 8,5 millions d'euros. On peut donc facilement imaginer une structure aussi ambitieuse que la Villa Médicis, mais à Marseille. Ce serait un lieu sanctuarisé pour les artistes, bien ancré dans les localités. Ensuite, une autre idée pour plus de culture dans nos vies serait de créer des musées un peu partout en France. Eh bien, un abonné m'a appris que le musée du Louvre à Paris possédait 600 000 œuvres. Or, il n'en expose que 35 000. On pourrait donc imaginer de décentraliser les œuvres en région pour diffuser leur accès. Mais tout cela a un coût. Et donc là, c'est le moment où on va parler taxes. Alors, il faut savoir que le budget du ministère de la Culture, c'est 3 milliards d'euros. Juste pour mettre un ordre de grandeur, c'est 15 fois moins que le budget des armées. Mon idée, c'est que les œuvres du passé financent les œuvres du futur. Mais alors, comment on fait? Eh bien, on rend le domaine public payant. Autrement dit, on va taxer les œuvres tombées dans le domaine public. Par exemple, quand vous achetez Machiavel à la librairie, il ne vous coûte pas trop cher parce qu'il n'y a plus de droit d'auteur sur ce livre. Eh bien moi, je veux rajouter une taxe de 10% sur ce bouquin. Il vous en coûtera donc 4,40 € au lieu de 4 €. Et cet argent financerait les œuvres créatives du futur. Après, l'intérêt d'une taxe, c'est d'être proportionné. Il faut donc pas que le prix soit exorbitant, mais je pense vraiment que rien qu'une petite taxe ferait toute la différence. Parce que ça permettra de financer des films, des séries, des musiques, des livres, des peintures. Ça permettra un foisonnement. Si tu n'es pas content avec ce que j'ai dit, démonte-moi en commentaire, mais toujours poliment. Le prochain épisode portera sur la politique et le sexe. On va parler contraception des mineurs, prostitution, violence sexuelle, sida, handicap et même de pornographie. Alors essaye de lier politique et sexe et dis-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je te laisse ici, à la prochaine.